Imaginez ceci. Vous vous réveillez demain et rien ne semble anormal. Les gens vont au travail, boivent leur café, parcourent leurs réseaux sociaux. Tout paraît normal. Mais soudain, vous remarquez quelque chose. Personne ne pense plus par lui-même. Les mots semblent répétés, les croyances copiées, et chaque regard croisé porte la même expression vide et obéissante. Voici le cauchemar, ils ne savent pas ce qui se passe. Ils pensent que c'est vous qui êtes étrange. Et si vous le remettez en question, si vous refusez de vous joindre à eux, vous serez traité comme une menace. Ce n'est pas un film dystopique. C'est une épidémie psychologique qui se propage en ce moment même, transformant des milliards de personnes en adeptes aveugles sans qu'ils s'en rendent compte. Les psychologues appellent cela la psychose de masse. Je l'appelle le virus mental le plus dangereux de l'histoire humaine. Car une fois qu'il vous infecte, il ne contrôle pas seulement ce que vous faites, il contrôle qui vous êtes. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer comment ce virus se propage à travers des sociétés entières sans force ni violence, des astuces psychologiques qui poussent même les gens intelligents à obéir sans se poser de questions, et surtout, l'antidote caché qui peut vous rendre immunisé pour la vie. Restez jusqu'à la fin. Car si vous manquez ne serait-ce qu'un seul élément, vous ne verrez peut-être plus jamais le monde de la même façon. Il ne se transmet pas par l'air. Il ne vit pas sur les surfaces. Et pourtant, il est plus contagieux que n'importe quelle maladie biologique de l'histoire. Il se propage par l'attention, par la croyance, par les petites manières presque invisibles dont nous imitons les pensées des autres sans jamais nous en rendre compte. Les psychologues et les historiens lui ont donné de nombreux noms: psychose de masse, hystérie collective, délire collectif. Je l'appelle le virus invisible, une force qui ne change pas seulement ce que vous pensez, mais qui reconfigure votre façon de penser. Et voici ce qui le rend terrifiant. Une fois infecté, vous ne vous sentez pas malade. Vous vous sentez juste. Vous vous sentez certain. Et vous défendrez cette certitude avec le même instinct que celui que vous utiliseriez pour défendre votre propre vie. C'est pourquoi le délire de masse est si dangereux. Il ne donne pas aux gens l'air insensé. Il les fait paraître normaux, d'une manière légèrement décalée, comme des acteurs dans une pièce qui ne réalisent pas qu'ils jouent. Nous aimons croire que les êtres humains sont des créatures rationnelles, que si nous avons accès à la science, à l'histoire, à la philosophie et à d'innombrables outils de pensée critique, nous les utiliserons. Mais l'histoire raconte une autre histoire. Des civilisations entières se sont effondrées, non pas à cause d'ennemis extérieurs, mais à cause des illusions qu'elles ont créées pour elles-mêmes. Des croyances fausses répétées jusqu'à ce qu'elles deviennent réalité. Des mensonges tissés dans la définition même de la vérité. Au XVIIe siècle, le philosophe René Descartes a averti que nos sens pouvaient nous tromper. Il n'aurait jamais imaginé jusqu'où cette tromperie pouvait aller, non seulement dans un esprit individuel, mais à travers des sociétés entières. Gustave Le Bon, le père de la psychologie des foules, a décrit comment les individus perdent leur boussole morale et leur pensée critique dès qu'ils se fondent dans une foule. La foule devient émotive, impulsive, facilement influençable. L'individu disparaît. Carl Jung est allé plus loin. Il a averti que lorsque les gens perdent leur sens, leur but ou leur ancrage spirituel, ils le cherchent dans le troupeau. Et le troupeau est presque toujours guidé par la peur, la propagande et le besoin désespéré d'appartenance, même au détriment de la vérité. Pensez à ce que vous avez vu ces dernières années, des gens répétant des slogans qu'ils comprennent à peine, soutenant des mouvements qu'ils n'ont jamais étudiés, attaquant les autres simplement pour avoir posé une question. C'est le virus à l'œuvre. Il contourne le débat. Il contourne les preuves. Il enferme les gens dans une transe émotionnelle où l'appartenance semble plus sûre que la réalité. Et ce n'est pas seulement de l'ignorance. Ce serait plus facile à corriger. Le délire de masse prospère parmi les éduqués, les diplômés, les informés. Car l'intelligence sans conscience est comme un bateau sans boussole. Il peut dériver n'importe où, et il dérive souvent exactement là où va la foule. Alors, voici la question à laquelle nous devons faire face. Si ce virus invisible est partout, comment le reconnaître? La vérité est que le délire de masse ne se propage pas au hasard. Il suit un schéma. Les mêmes rituels psychologiques répétés sous différentes formes à travers l'histoire. Une fois que vous les repérez, vous les verrez partout, dans les nouvelles, sur votre lieu de travail, même dans vos cercles sociaux. Voici les 4 rituels de contagion, les mécanismes qui transforment des gens ordinaires en adeptes aveugles sans qu'ils s'en rendent compte. Rituel 1, la certitude empruntée. Je ne sais pas pourquoi je le crois, je sais juste que c'est vrai. Quand les gens cessent de construire leurs croyances à partir de leur propre raisonnement, ils commencent à emprunter de la certitude ailleurs, une célébrité, un présentateur télé, une figure politique, un post viral sur les réseaux sociaux. Et une fois qu'ils adoptent cette croyance, ils la défendent comme si elle était la leur depuis toujours. Dans le monde d'aujourd'hui, ce rituel est omniprésent. On le voit dans la répétition aveugle de slogans,
Des phrases de 5 mots imprimées sur des t-shirts, scandées dans les manifestations, utilisées comme boucliers moraux. On le voit dans le biais d'autorité, où le simple fait qu'une idée apparaisse sur une grande plateforme suffit à la rendre crédible. C'est rapide, c'est facile, et ça semble sûr. Symbolisme visuel, une tête humaine faite de papier avec des mots imprimés dessus, effaçant peu à peu le visage original. Étude de référence. Les travaux de Robert Cialdini sur le biais d'autorité montrent que les gens sont plus susceptibles de croire et d'obéir si la source semble crédible, peu importe si l'information est vraie. Quand la certitude empruntée se propage, la vraie pensée meurt. Car les gens ne défendent pas la vérité, ils défendent la possession d'une idée qu'ils n'ont jamais remise en question. Rituel 2. L'inondation émotionnelle. Je ne peux pas penser clairement, je le ressens, c'est tout. Il s'agit de la prise de contrôle de la logique par des émotions intenses, généralement la peur, l'indignation ou le dégoût moral. Quand votre système nerveux est submergé, votre cerveau passe du raisonnement à la réaction. Et ce qui est effrayant, c'est que ça fait du bien sur le moment. Cette vague de colère, ce choc de peur, ça vous fait sentir vivant, certain, juste. La culture moderne est accro à l'inondation émotionnelle. C'est intégré dans la conception des réseaux sociaux. Des titres conçus pour faire monter votre pouls. Des vidéos destinées à provoquer une indignation instantanée. Des extraits hors contexte destinés à déclencher la peur avant même que vous puissiez réfléchir. Et plus vous êtes émotif, plus vous partagez. Et plus l'algorithme récompense ce contenu. C'est une tempête parfaite. L'indignation se propage parce qu'elle est rentable. Symbolisme visuel, un cerveau submergé dans une eau sombre et tourbillonnante, traversé par des éclairs rouges et jaunes, les couleurs de la rage et de la peur. Étude de référence. Le neuroscientifique Joseph Ledoux a découvert que les circuits de la peur dans le cerveau peuvent contourner complètement le cortex préfrontal rationnel, déclenchant une réaction avant le raisonnement. Ce rituel ne propage pas seulement des idées fausses, il les ancre. Car une fois qu'une idée est liée à une émotion puissante, la remettre en question ressemble à une attaque personnelle. Rituel 3. La boucle de la preuve sociale. Si tout le monde y croit, ça doit être vrai. Les humains sont programmés pour le comportement de troupeau. C'est un instinct de survie. Dans la nature, faire comme les autres vous protège. Dans le monde moderne, cela vous conduit souvent directement au délire de masse. La boucle de la preuve sociale fonctionne ainsi. D'abord, vous entendez une idée répétée sans cesse. Ensuite, vous supposez qu'elle est populaire. Puis, la popularité devient une preuve de vérité. Enfin, le cycle se renforce. Plus de croyants, plus de répétitions, plus de croyants. On le voit dans les hashtags viraux, les opinions politiques tendances, les présentations d'entreprises auxquelles tout le monde acquiesce en réunion sans poser de questions. Et voici le piège. Même ceux qui doutent en privé se taisent parce qu'ils pensent que tout le monde est d'accord. C'est ce qu'on appelle l'ignorance pluraliste, et cela maintient l'illusion en vie. Symbolisme visuel, une mer de masques identiques souriant dans la même direction, sauf un masque tourné vers le spectateur avec une expression interrogative. Étude de référence. L'expérience de conformité de Solomon H. en 1951 a montré que 75% des participants donnaient au moins une fois une réponse manifestement fausse juste parce que le groupe l'avait fait. La boucle de la preuve sociale ne se contente pas de faire taire la dissidence, elle la rend invisible. Rituel 4. Le conditionnement par l'isolement. Si vous le remettez en question, vous perdrez tout. C'est le verrou final de la prison. Une fois qu'une croyance s'est propagée par la certitude empruntée, l'inondation émotionnelle et la preuve sociale, le conditionnement par l'isolement s'assure que personne ne s'échappe. Cela fonctionne en rendant le coût du désaccord trop élevé. Perte d'amis, de statut, d'appartenance, parfois même de moyens de subsistance. Dès que les gens voient un dissident puni, que ce soit par l'humiliation publique, la moquerie ou l'exil social, le message est clair. Sortez du rang, et vous serez le prochain. Exemple moderne, les campagnes d'annulation publique, les groupes de discussion où quelqu'un est discrètement exclu pour avoir exprimé un désaccord, les environnements professionnels où remettre en question la direction met fin à une carrière. Symbolisme visuel, une silhouette solitaire dans un vaste espace vide, entourée de contours fantomatiques de personnes qui lui tournent le dos. Étude de référence, la douleur sociale active les mêmes régions du cerveau que la douleur physique, Eisenberger et Hall, 2003. C'est pourquoi l'exclusion semble dangereuse, le cerveau la traite comme une menace à la survie. Le conditionnement par l'isolement maintient les gens dans la conformité, non pas parce qu'ils croient, mais parce que l'alternative est impensable. Ces 4 rituels de contagion ne fonctionnent pas isolément. Ils s'entrelacent, se nourrissent, s'amplifient et se protègent mutuellement jusqu'à ce qu'une société entière soit sous leur emprise. Et voici la partie la plus dangereuse, ils peuvent s'emparer de n'importe quel groupe, de gauche ou de droite, riche ou pauvre, éduqué ou non.
Dès que vous cessez de poser des questions, dès que vous laissez ces rituels agir sans contrôle, le virus se propage. Mais si vous pouvez les repérer, vous pouvez les arrêter. Et une fois que vous les arrêtez, vous pouvez briser le sortilège. Le délire de masse n'est pas alimenté par la stupidité. Il est alimenté par le câblage même qui a autrefois gardé nos ancêtres en vie. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, la survie n'était pas une question d'avoir raison, mais d'appartenir. Si la tribu vous acceptait, vous mangiez, dormiez en sécurité, et vos enfants survivaient. Si la tribu vous rejetait, vous ne viviez pas assez longtemps pour transmettre votre ADN. Cette équation ancienne fonctionne encore dans votre cerveau aujourd'hui. Et elle contient une ligne de code dangereuse, appartenance, vérité. Le cerveau humain ne préfère pas seulement l'appartenance, il craint d'être le marginal. Cette peur n'est pas abstraite. Votre système nerveux la traite comme une menace de vie ou de mort. C'est pourquoi un commentaire sarcastique en réunion peut faire accélérer votre pouls. Pourquoi être en désaccord avec votre groupe social ressemble à sauter d'une falaise. C'est aussi pourquoi la plupart des gens se taisent même lorsqu'ils savent que quelque chose ne va pas. Quand vous réalisez cela, le délire de masse cesse d'être un mystère. Le coup de dire la vérité n'est pas seulement un inconfort social, c'est une alarme primitive qui hurle au danger. À cela s'ajoute un autre raccourci de votre cerveau, le biais de confirmation. Il recherche activement les informations qui confirment ce que vous croyez déjà et ignore ce qui le contredit. Pourquoi? Parce que le doute est coûteux mentalement. Plus vous êtes incertain, plus votre cerveau doit travailler. Les psychologues appellent cela la facilité cognitive, la préférence de votre cerveau pour le chemin de moindre résistance mentale. Quand une idée est familière, souvent répétée et soutenue par votre entourage, votre cerveau la traite plus facilement et confond cette facilité avec la vérité. Alors, même si vous pourriez creuser plus loin, votre biologie vous récompense de ne pas vous donner cette peine. Mais le monde moderne n'a pas seulement hérité de ses instincts, il a appris à les monétiser. Les réseaux sociaux vous offrent une récompense en dopamine chaque fois que votre opinion est aimée, partagée ou validée. Ils récompensent aussi l'indignation. Plus votre réaction est extrême, plus vous attirez l'attention. Cela crée une boucle de rétroaction neurochimique. Vous publiez quelque chose d'aligné sur le groupe, vous obtenez de l'approbation, la dopamine envahit votre système, vous répétez le comportement. La même boucle fonctionne pour l'indignation. Vous voyez un post qui déclenche la peur ou la colère, vous réagissez et le partagez. La réaction est renforcée par votre groupe, la dopamine scelle l'habitude. Ce n'est pas un hasard si le contenu qui se propage le plus vite en ligne est soit émotionnellement chargé, soit affirmatif d'identité, idéalement les deux. Exemple concret, en 2019, un manager de niveau intermédiaire dans une grande entreprise a soulevé des questions lors d'une réunion sur une nouvelle initiative. Il n'a pas attaqué, il a simplement demandé des données. En une semaine, il a remarqué des changements subtils. On l'a exclu des discussions informelles. Son supérieur a cessé de l'inclure dans les projets clés. Ses collègues évitaient de s'asseoir près de lui à la cafétéria. Personne n'a dit ouvertement « Tu es exclu ». Mais le message était clair, tu as remis en question le groupe, maintenant tu es seul. À la fin du trimestre, il a changé de département pour échapper à la tension. Sa punition n'était pas officielle, elle était sociale, et c'est ce qui la rend si efficace. Elle ne laisse aucune trace. Quand vous combinez ces forces à la peur primitive de l'exclusion, le confort de la facilité cognitive et l'addiction chimique à l'approbation du groupe, vous créez les conditions parfaites pour un suivi aveugle. Dans cet état, les gens n'évaluent pas les idées, ils évaluent leur sécurité. La question n'est pas « est-ce vrai ?» mais « resterai-je dans le groupe si j'accepte ?» Le délire de masse prospère ici, car le troupeau n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il lui suffit de récompenser la loyauté et de punir la dissidence. Une fois ce mécanisme en place, même les esprits intelligents, éduqués et autoproclamés indépendants peuvent être absorbés. Et voici le pire, plus une personne a investi dans les croyances du groupe ou sa réputation, son réseau social, sa carrière, au plus il lui est difficile de s'en détacher. Le faire reviendrait à admettre qu'elle avait tort, à perdre son statut et à affronter cette peur primitive de l'isolement. C'est pourquoi s'éveiller du délire de masse n'est pas seulement un défi intellectuel, c'est un défi émotionnel et social. Tout virus psychologique a un cycle de vie. Il n'apparaît pas tout formé, il grandit, évolue et finit par s'effondrer. Le délire de masse ne fait pas exception. Si vous comprenez ces 5 étapes, vous pouvez repérer l'infection tôt et peut-être éviter d'être emporté. Étape 1, la désorientation, la perte de confiance dans l'ancien monde, le désir d'ordre. Tout commence discrètement. Les institutions autrefois solides s'effritent. Les leaders trahissent leurs promesses. Les systèmes échouent. Les histoires que nous nous racontions n'ont plus de sens, et rien ne vient les remplacer. Quand cela arrive, les gens se sentent désorientés.
Le sol sous leurs pieds vacille. Et dans cette incertitude, l'esprit humain commence à rechercher de l'ordre, n'importe quel ordre. Exemple historique, l'effondrement économique de la République de Weimar dans les années 1920 a plongé l'Allemagne dans le chaos. Dans ce vide, des promesses simplistes de stabilité sont devenues enivrantes. Parallèle moderne, le déclin de la confiance dans les médias, les gouvernements et les institutions au XXIe siècle. Les gens se tournent vers toute source qui semble certaine, même non vérifiée. Symbolisme visuel, une boussole qui tourne follement, incapable de trouver le nord. Amorce d'antidote, la désorientation est dangereuse, car elle vous pousse à saisir la première bouée de sauvetage. Mais le véritable antidote commence par apprendre à rester dans l'incertitude sans s'accrocher à des illusions. Étape 2, la simplification. Les récits effacent la nuance, offrent des méchants et des héros clairs. Dans le brouillard de la désorientation, une voix, ou plusieurs, propose une histoire simple. Elles vous disent exactement qui blâmer, quoi craindre, et comment tout réparer. Cela fait du bien à entendre. La complexité disparaît. Tout devient noir ou blanc, bien ou mal, nous contre eux. Exemple historique. Pendant la Révolution française, le chaos a cédé la place à des récits simplistes, le peuple vertueux contre l'aristocratie corrompue. Cette simplification a alimenté les exécutions de masse pendant la Terreur. Parallèle moderne, les mouvements sur les réseaux sociaux qui réduisent des problèmes complexes à des slogans hashtag, sans place pour la nuance ou le débat. Symbolisme visuel, un immense puzzle dont la plupart des pièces manquent, mais quelqu'un brandit un petit carré parfait en prétendant qu'il représente l'ensemble. Amorce d'antidote, la simplification semble sûre, mais l'antidote exige une tolérance pour la nuance, la capacité à accepter des vérités opposées sans chercher à en éliminer une. Étape 3, la conformité, l'ignorance pluraliste. Le silence devient complicité. Une fois le récit établi, les gens commencent à se conformer. Pas parce qu'ils y croient tous, mais parce qu'ils pensent que les autres y croient. C'est l'ignorance pluraliste, l'illusion du consensus créé par le silence mutuel. Et le silence est contagieux. Moins les gens parlent, plus il devient difficile pour quiconque d'essayer. Bientôt, le désaccord disparaît presque complètement. Pas parce qu'il n'existe plus, mais parce qu'il est caché. Exemple historique, dans l'Amérique des années 1950, pendant l'ère McCarthy, la peur d'être étiqueté anti-américain a empêché beaucoup de s'opposer à des accusations sans fondement. Parallèle moderne, les cultures d'entreprise où les employés acquiescent en réunion, approuvant des initiatives qu'ils doutent en privé pour éviter de nuire à leur carrière. Symbolisme visuel, une pièce pleine de mannequins tournés dans la même direction, un seul humain à l'arrière figé dans l'indécision. Amorce d'antidote, la conformité se brise dès qu'une voix parle avec courage. Mais l'antidote n'est pas une rébellion bruyante, c'est une dissidence stratégique et réfléchie. Étape 4, l'agression. La foule impose les normes, le dissentiment devient dangereux. Maintenant, le délire se défend lui-même. Quiconque résiste au récit n'est plus simplement dans l'erreur, il est un ennemi. La foule se police elle-même. Les amis se retournent contre les amis. La censure s'intensifie. La moquerie devient une arme, et dans certains cas, la punition passe du social au physique. Exemple historique. Pendant la révolution culturelle chinoise, 1966 à 1976, les citoyens ordinaires étaient encouragés à dénoncer publiquement et à humilier leurs voisins, leurs enseignants, même leurs proches pour des crimes de pensée. Parallèle moderne, les campagnes d'annulation en ligne qui visent non seulement à contester des idées, mais à détruire des réputations et des moyens de subsistance. Symbolisme visuel, une meute de loups encerclant un animal solitaire, les crocs découverts, les yeux brillants d'une lumière froide. Amorce d'antidote, l'agression prospère quand la dissidence est émotionnelle. L'antidote est de maîtriser sa souveraineté émotionnelle pour résister sans être entraîné dans la rage. Étape 5, l'éveil. Des fissures dans l'illusion, une prise de conscience douloureuse. Aucun délire de masse ne dure éternellement. Tôt ou tard, la réalité pousse en retour. Les contradictions deviennent trop évidentes pour être ignorées. Les promesses ne correspondent plus aux résultats. L'illusion commence à se fissurer. L'éveil peut être lent, une accumulation discrète de doutes, ou soudain, comme un barrage qui cède. Mais il est toujours douloureux. Exemple historique, l'effondrement de l'Union soviétique a révélé des décennies de mensonges fabriqués par l'État à ses citoyens, dont beaucoup avaient cru aux récits officiels toute leur vie. Parallèle moderne, des individus quittant des communautés extrémistes en ligne après avoir réalisé que leurs leaders se contredisaient ou exploitaient leurs adeptes pour des gains personnels. Symbolisme visuel, un masque fissuré gisant sur le sol, un visage humain émergeant de l'ombre en dessous. Amorce d'antidote, l'éveil n'est que la première étape. L'antidote est d'apprendre à vivre dans la vérité sans avoir besoin de l'approbation de la foule pour survivre. Où en sommes-nous dans ce cycle?
Certains diraient que nous sommes profondément dans l'étape 4, où l'agression est normalisée et la dissidence coûte cher. D'autres pensent que les fissures apparaissent déjà, que l'étape 5 a commencé pour ceux qui veulent bien le voir. Mais voici la vérité, peu importe à quelle étape vous pensez que nous sommes, le seul moyen de s'en sortir est de comprendre la psychologie qui rend le suivi aveugle si facile et de développer les habitudes qui vous rendent immunisés. Nous aimons imaginer que l'antidote au délire de masse est l'intelligence, que les gens brillants, diplômés, dotés de compétences de raisonnement aiguisées, sont naturellement immunisés. Mais l'histoire montre le contraire. En fait, certaines des campagnes de propagande les plus sophistiquées ont réussi parce qu'elles ciblaient d'abord les éduqués. Voici le piège, la connaissance sans conscience est comme un bateau sans boussole. Vous pouvez posséder la plus grande bibliothèque du monde, mais si vous ne remettez en question ni la source, ni la direction, ni le motif de ce que vous lisez, vous dérivez encore. Les gens intelligents ne sont pas immunisés, ils sont souvent plus vulnérables. Pourquoi? Parce que l'intelligence peut rendre trop confiant. Vous pensez, je saurais si j'étais trompé. Cette confiance vous aveugle à la possibilité que votre esprit ait déjà été compromis. Puis il y a le problème de la paralysie par l'analyse. Les gens très intelligents peuvent voir plus de variables, plus de possibilités, ce qui semble bien en théorie, mais en pratique, cela peut les enfermer dans des boucles infinies de surpensée. Face à l'incertitude, la tentation est de soulager l'inconfort en adoptant la position sûre, celle que la plupart des gens autour d'eux soutiennent déjà. Cela semble rationnel, mais c'est en réalité une capitulation au consensus. C'est pourquoi, en temps de crise, vous verrez des esprits brillants s'aligner sur le troupeau, non pas parce qu'ils sont convaincus, mais parce qu'ils sont fatigués de rester seuls dans le brouillard. J'ai vu cela se produire dans la vraie vie. Une amie, avocate accomplie avec des décennies d'expérience, a commencé à publier des endorsements passionnés pour une nouvelle politique dans son domaine. Cela semblait juste et urgent. Quand je lui ai demandé d'où elle tenait cette information, elle m'a envoyé un lien vers un article unique rédigé par un think tank financé par le groupe qui poussait la politique. Elle n'avait pas cherché d'arguments contraires, de perspectives alternatives, ni même les données brutes. C'est quelqu'un formé à contre-interroger des témoins et à examiner minutieusement les preuves. Et pourtant, lorsque le sujet était socialement chargé et émotionnellement lourd, son processus disparaissait. Elle passait inconsciemment de la pensée critique à l'alignement social. Les gens intelligents ont plus d'outils mentaux, mais les outils ne vous protègent pas si vous ne les utilisez pas. En fait, plus vous êtes intelligent, plus vos rationalisations deviennent sophistiquées. Vous pouvez expliquer vos doutes, justifier les contradictions, et vous convaincre que vous êtes arrivé à votre conclusion de manière indépendante alors que vous l'avez en réalité emprunté à la foule. Le délire de masse se fiche du nombre de livres que vous avez lus ou de la sophistication de votre vocabulaire. Il se soucie uniquement de savoir si vous êtes prêt à échanger la vérité contre l'appartenance. Si la conscience est le canot de sauvetage, la plupart des gens, même les plus brillants, ne réalisent pas qu'ils sont dans l'eau. C'est pourquoi s'en libérer demande plus que des faits, plus que du débat, plus que du QI. Cela exige un ensemble d'habitudes pratiquées délibérément pour garder votre esprit souverain, peu importe à quel point la foule est bruyante. Si les 4 rituels de contagion sont les mécanismes qui propagent le délire de masse, le protocole anti-contagion est votre système immunitaire personnel. Il ne s'agit pas de s'isoler du monde, de devenir paranoïaque ou de construire des murs. Il s'agit de développer des habitudes qui gardent votre esprit souverain face à l'attraction de la foule. Voici les 5 étapes que vous pouvez commencer à pratiquer dès aujourd'hui. Considérez-les comme des exercices d'entraînement mental et émotionnel. Parce que la conscience n'est pas seulement une connaissance, c'est un muscle. Étape 1. Le pare-feu cognitif. Remettez en question la source, le bénéfice et l'hameçon émotionnel derrière chaque idée. Quand une nouvelle idée vous parvient, un titre de journal, un slogan tendance, une vidéo virale, ne demandez pas seulement « Est-ce vrai ?» Posez 3 questions plus profondes. Qui dit cela et quel est son historique? Qui bénéficie si je crois cela? Suivez les incitations. Pourquoi ressens-je cette émotion en ce moment? Peur, colère, fierté, qui l'a planté? Cela vous force à sortir du pilote automatique et à entrer dans une évaluation consciente. C'est comme un pare-feu dans un ordinateur, il ne bloque pas tout, mais il empêche le code dangereux de s'exécuter avant que vous l'ayez scanné. Micro-habitude. Pendant une semaine, avant de partager une information, notez la source, l'incitation et l'émotion qu'elle a déclenchée. Même si vous la partagez, vous le ferez avec conscience. Lien avec le rituel de contagion. Cela perturbe directement la certitude empruntée en vous obligeant à vérifier l'origine avant d'adopter la croyance. Étape 2. Le journal de suivi des déclencheurs. Notez vos pics émotionnels pour repérer les schémas. Chaque fois que vous ressentez une soudaine vague de peur, d'indignation ou de dégoût moral,
faites une pause et prenez note. Écrivez ce qui l'a déclenché, quelle histoire vous vous êtes raconté à ce sujet, quelle action vous avez entreprise ou voulu entreprendre juste après. Avec le temps, vous remarquerez des schémas, certains sujets, sources ou personnes qui contournent systématiquement votre logique et vous touchent émotionnellement. Une fois le schéma repéré, vous pouvez vous en détacher en temps réel. Micro-habitude, tenez un journal de déclencheur dans l'application de notes de votre téléphone. Une phrase par déclencheur suffit. Passez-le en revue chaque semaine pour repérer vos points faibles personnels. Lien avec le rituel de contagion. Cela affaiblit l'inondation émotionnelle en la rendant visible plutôt qu'automatique. Étape 3. L'étalonnage en solitude. Passez du temps seul chaque semaine pour entendre vos propres pensées sans influence extérieure. Nous vivons dans un flux constant d'influences, fils d'actualité, discussions de groupe, podcasts, vidéos. Même quand vous pensez réfléchir par vous-même, vous pourriez simplement remixer les voix des autres. L'étalonnage en solitude consiste à éliminer le bruit assez longtemps pour entendre votre propre signal. 1 heure par semaine, sans téléphone, sans input, juste vous, vos pensées, et une page blanche ou une promenade. Au début, cela semblera inconfortable. C'est normal, c'est la phase de sevrage de la stimulation mentale constante. Micro-habitude, programmez votre solitude comme une réunion incontournable, avec un horaire, un lieu et une durée fixe. Lien avec le rituel de contagion. Cela perturbe la boucle de la preuve sociale en vous permettant de réfléchir sans être constamment exposé au consensus du groupe. Étape 4. Les répétitions contraires. Pratiquez l'expression de vérités impopulaires dans des environnements sûrs. Le courage est un muscle, et comme tout muscle, il s'affaiblit si vous ne l'utilisez jamais. Les répétitions contraires sont de petits exercices contrôlés pour exprimer votre opinion, même si vous pensez qu'elle n'est pas populaire. Commencez petit. Partagez une opinion nuancée dans une conversation amicale. Désaccordez poliment avec une opinion tendance dans un forum en ligne à faible enjeu. Posez la question « Pourquoi ?» dans une réunion quand quelque chose n'a pas de sens. Le but n'est pas d'être provocateur, mais de recabler votre système nerveux pour que dire une vérité inconfortable ne déclenche pas automatiquement la peur. Micro-habitude, engagez-vous à un 10 sentiments par semaine, factuel, calme et bref. Le but est l'exercice, pas le débat. Lien avec le rituel de contagion. Cela brise le conditionnement par l'isolement en montrant à votre cerveau que le désaccord ne mène pas toujours à l'exil. Étape 5. Le cercle de santé mentale. Constituez un petit groupe de personnes orientées vers la vérité pour des vérifications de réalité. Le délire de masse prospère dans les chambres d'écho, mais la paranoïa aussi si vous êtes complètement seul. La solution est un cercle de santé mentale, 3 à 5 personnes en qui vous avez confiance pour privilégier la vérité à la commodité. Des perspectives différentes, mais un engagement commun pour une conversation honnête. Des check-ins réguliers pour tester vos idées contre la réalité. Quand vous ne savez pas si vous voyez clair ou si vous êtes attiré par la foule, votre cercle de santé mentale devient votre boussole externe. Micro-habitude. Contactez une personne cette semaine et proposez un appel de santé mentale mensuel. Partagez le concept et fixez un horaire. Construisez à partir de là. Lien avec le rituel de contagion. Cela contre les 4 rituels en offrant un feedback qui n'est pas lié au consensus de masse. Pratiquez de manière cohérente. Le protocole anti-contagion transforme la conscience en instinct. Au lieu d'être emporté par les rituels, vous commencez à les reconnaître en temps réel. Au lieu de réagir, vous choisissez. Au lieu de dériver vers la foule, vous tenez votre cap. Et voici le vrai pouvoir, vous n'avez pas besoin de convaincre le monde entier pour briser le délire. Les mouvements de masse commencent à s'effondrer dès que suffisamment d'individus deviennent immunisés à leur attraction. Mais voir clairement a un coût, et la plupart des gens ne sont pas prêts à le payer. Car une fois que vous avez acquis cette immunité, vous remarquerez autre chose. La foule ne vous accueillera pas toujours à bras ouverts. S'éveiller du délire de masse n'est pas un moment de film feel good. Ce n'est pas une bande-son héroïque jouant tandis que la foule vous applaudit pour votre clarté. Le plus souvent, c'est le silence, la distance et la lente prise de conscience que certaines des personnes qui vous sont les plus chères ne verront peut-être jamais le monde comme vous. À travers l'histoire, ceux qui ont vu clair ont souvent marché seuls. Socrate, accusé de corrompre la jeunesse pour avoir posé des questions dangereuses. Galilée, confiné chez lui pour avoir pointé un télescope vers la vérité. Carl Jung, critiqué pour avoir confronté les ombres de la nature humaine. George Orwell, moqué et rejeté jusqu'à ce que le monde rattrape ses avertissements. Leur récompense pour leur clarté n'était pas un respect immédiat, mais la suspicion, la moquerie, voire l'exil. Mais voici le changement. Cette solitude n'est pas une malédiction, c'est un rite de passage. C'est la preuve que vous avez échappé à la sécurité hypnotique de la foule. C'est la douleur de croissance d'une identité qui n'est plus liée à l'approbation.
Vous commencez à remarquer les petites manipulations que les autres manquent, les hameçons émotionnels dans les titres, le langage subtil conçu pour provoquer plutôt qu'informer, la normalisation des doubles standards. Et une fois que vous le remarquez, vous ne pouvez plus l'ignorer. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Cette clarté peut sembler isolante jusqu'à ce que vous réalisiez qu'elle est aussi libératrice. Chaque époque a son réseau discret d'individus éveillés. Ils ne sont peut-être pas bruyants, ils ne sont peut-être pas sous les projecteurs, mais ils observent, réfléchissent, questionnent. Et quand vient le moment d'agir, de dire la vérité, de repousser, de reconstruire, ils se trouvent les uns les autres. Votre conscience vous place dans cette lignée. Vous faites partie de quelque chose de plus grand que la foule. Un schéma mondial d'individus qui choisissent la clarté plutôt que le confort, même lorsque le coût est élevé. Mais voici la chose, résister à la foule n'est que la moitié du chemin. Car tant que vous vous définissez par opposition au troupeau, vous y êtes encore attaché. La véritable évasion, celle que la plupart ne rejoignent jamais, ne consiste pas seulement à se libérer du délire de masse. Il s'agit de transcender le besoin de la foule tout court. La véritable liberté n'est pas la rébellion. Ce n'est pas seulement se tenir à l'écart de la foule, crier votre vérité dans le bruit. C'est quelque chose de plus silencieux et bien plus puissant. La vraie liberté, c'est quand vous n'avez plus besoin de l'approbation de la foule pour exister dans votre vérité. Le philosophe danois Søren Kierkegaard a écrit « La foule est le mensonge ». Il ne voulait pas dire que tous les groupes sont mauvais ou que toute croyance collective est fausse. Il voulait dire que la vérité commence dans l'individu, dans l'âme qui ose se connaître sans miroir. Tant que vous vous définissez par la réflexion, par ce que les autres approuvent ou rejettent, vous appartenez encore à la foule. Même la rébellion peut être une forme de dépendance si elle a besoin d'un public. En vous, il y a quelque chose de plus ancien que votre première opinion, de plus profond que votre première croyance, une boussole intérieure enfouie sous des années de bruit, de peur et d'imitation. Le délire de masse essaie de l'enterrer sous des slogans, de l'indignation et la fausse sécurité de la conformité. Mais elle n'est jamais brisée. Échapper à la foule, ce n'est pas devenir quelqu'un de nouveau. C'est se souvenir de ce que vous êtes déjà. Quand vous trouvez cette boussole, les décisions deviennent plus simples. Pas plus faciles, mais plus simples. Vous cessez de chercher l'approbation. Vous cessez de craindre le rejet. Vous commencez à naviguer selon votre propre nord véritable. C'est la transcendance. Le retour à soi. La capacité de rester debout dans une tempête d'opinions, de jugements et de bruit, et de rester inébranlable parce que vous êtes enraciné dans quelque chose qu'ils ne peuvent pas toucher. Ce n'est pas un détachement né de l'apathie. C'est une clarté née de l'alignement. Et voici le paradoxe. Quand vous n'avez plus besoin de la foule, vous devenez le genre de personne que la foule aspire secrètement à suivre. Non pas parce que vous l'exigez, mais parce que votre liberté leur rappelle quelque chose d'ancien en eux. Un individu éveillé est l'antidote le plus dangereux au délire de masse. Il ne peut être acheté par l'appartenance, réduit au silence par la peur, ou influencé par l'inondation émotionnelle. Il ne combat pas le troupeau avec haine. Il le dépasse par sa présence. Et la présence est contagieuse. Pas comme un virus, mais comme une flamme unique qui peut allumer 1000 bougies sans perdre son feu. Quand vous vivez ainsi, vous cessez d'être une autre voix dans la foule. Vous devenez la preuve qu'un autre chemin est possible. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'êtes pas comme les autres. Vous n'avez pas cliqué ailleurs quand la vérité est devenue inconfortable. Vous êtes resté. Vous avez écouté. Vous vous êtes posé les questions difficiles que la plupart des gens n'osent jamais affronter. Cela me dit quelque chose d'important sur vous. Vous faites déjà partie de la minorité silencieuse qui choisit la clarté plutôt que le confort. Ce n'est pas une rébellion de rage. C'est une rébellion de clarté. Une rébellion qui se propage non par la colère, mais par la clarté. Alors, voici ce que vous devez faire. Laissez un commentaire avec le moment de votre vie où vous avez réalisé que vous pensiez différemment des gens autour de vous, votre moment d'éveil. Votre histoire pourrait être l'étincelle qui réveillera quelqu'un d'autre. Ensuite, partagez cette vidéo avec une seule personne que vous pensez prête à voir plus clairement. Pas pour argumenter avec elle, pas pour la convaincre, mais pour planter une graine. Plus il y aura d'individus éveillés, plus le sortilège du délire de masse s'affaiblira. Laissez la folie rugir si elle le doit. Vous avez trouvé quelque chose de plus profond. Vous vous êtes trouvé.